Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. D'abord un sommaire de notre édition. Skylab, les prisonniers de l'espace devront attendre au minimum 1 mois là-haut avant qu'on puisse les secourir. Conflit chez LIP, le syndic porte plainte contre X pour détournement d'actifs à la suite des paiements de salaire faits hier à un grand nombre de travailleurs et d'autre part, un communiqué du ministère du Travail précise que le reclassement des ouvriers se présente fort bien. À la limite des Hautes-Alpes et de l'Isère, ouverture du plus grand parc national français et discours de M. Messmer sur les rapports de la nature avec l'homme qu'on peut, dit-il, réconcilier. Toulouse, une brigade anti-gang spéciale a déjà rendu la vie particulièrement dure aux malfaiteurs. Au Cambodge, les assaillants sont parvenus à 5 km environ du centre de Phnom Penh, la capitale. Sport, avant la demi-finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme, portrait d'un homme de poids, Brouzet. Mais nous ouvrons par un reportage qui traite d'une tragédie. Elle s'est produite dans l'île de Man, 570 km à mi-distance entre la côte anglaise et celle de l'Irlande. Un incendie a ravagé un gigantesque complexe de loisirs, le plus grand, dit-on, dans le monde, et on pense presque automatiquement à faire une comparaison avec le drame du cabaret 5-7 dans l'Isère il y a 2 ans. Le bilan, dans l'île de Man, quoique moins lourd qu'à Saint-Laurent-du-Pont, est cependant affreux, une 50aine de morts et plus de 100 blessés. Voici les images. 53 morts, c'est le bilan officiel de la catastrophe de l'île de Man. 53 morts et une centaine de blessés, dont une trentaine sont dans un état grave. Et déjà, l'on avance l'hypothèse de l'acte criminel. Le chef de la police de l'île de Man a en effet confirmé que 3 enfants âgés d'une quinzaine d'années étaient recherchés. Tous 3 ont été vus par un témoin en train de jouer avec des allumettes dans un kiosque situé à l'extérieur de l'entrée principale. Leur signalement a été diffusé par Scotland Yard et il ne reste plus aujourd'hui du gigantesque complexe de loisirs de Douglas qu'une carcasse tordue de poutrelles de béton et d'acier. En quelques minutes, hier soir, l'incendie a fait fondre le revêtement de plastique acrylique, pourtant réputé inflammable, qui recouvrait les murs et le toit de l'ensemble. À l'heure de la catastrophe, vers 20 h, 2000 personnes se trouvaient dans le complexe. Les pompiers n'ont rien pu faire contre les flammes gigantesques qui ont trouvé un aliment de choix dans le revêtement de plastique. Ce plastique en fusion est tombé sur des centaines de personnes qui, au milieu de la panique, se précipitaient vers les issues de secours pour échapper à la fournaise. Beaucoup, dont des enfants, ont été piétinés et gravement brûlés. Des rescapés ont raconté que les issues de secours étaient fermées à clé et que les gens ont dû briser les vitrines. J'ai vu, raconte un témoin, j'ai vu un homme courir avec un enfant dans les bras, ses cheveux étaient en flammes et ses vêtements semblaient fondre. Les enfants étaient nombreux hier soir au Summerland. Décrit comme le plus grand centre de loisirs couvert du monde, le Summerland pouvait accueillir 9000 personnes dans ses discothèques, piscines, salles de jeux, cinéma. Cette catastrophe, qui n'est pas sans rappeler celle du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, aura provoqué la mort de 53 personnes et blessé plus d'une centaine de gens, et cela peut-être à cause d'un geste criminel. Skylab, les 2 moteurs auxiliaires de la cabine Apollo étant en panne, les 3 astronautes américains sont donc prisonniers dans l'espace. Comment les sauver? Eh bien, la NASA a choisi de les laisser tourner là-haut en préparant dans le meilleur délai possible une nouvelle fusée Saturne et une autre cabine Apollo afin de délivrer les naufragés de l'espace. Jamais une telle situation ne s'était produite. Pendant 1 mois, l'anxiété va grandir. Les sauvera-t-on? La panne, en effet, est très sérieuse. Les sauvera-t-on? C'est l'une des questions que je pose à Jean-Pierre Chapelle. Je pense vraiment que l'on va sauver les 3 hommes de Skylab. Il n'y a certainement aucun problème de ce côté-là. La NASA est une entreprise sérieuse, elle a étudié déjà une éventualité de danger. La preuve, c'est qu'il y a une possibilité de secours, et cette possibilité a été déclenchée depuis hier 18 h. Cap Kennedy est en alerte, c'est-à-dire qu'on a ordonné au Kennedy Space Center de mettre en place le plus vite possible la fusée Saturne 1B, qui est destinée à emmener une cabine Apollo spéciale pour aller rechercher Bin, Gariot et Lousma si vraiment leur cabine Apollo personnelle, celle qui est amarrée contre le Skylab, ne peut plus fonctionner. Et cela, il n'y a vraiment aucune difficulté, c'est prévu. On a même construit une cabine Apollo spéciale, et celle-ci, dont vous voyez ici la maquette d'intégration, va être utilisée au mieux entre le 5 et le 10 septembre
pour ramener Bin Gariot et Lousma si cela est nécessaire. C'est-à-dire qu'on va lancer au sommet d'une fusée S1B, c'est-à-dire une fusée un peu plus petite que la fameuse Saturne V qui envoyait des capsules vers la Lune, on va lancer une cabine tout à fait particulière qui a été nettoyée, si l'on peut dire normalement. La cabine Apollo est une cabine triplace et en dessous du siège des 3 astronautes se trouvent les réserves de vivres et tout le matériel télévision, cinéma, photo, etc. Eh bien, on a enlevé tout ce matériel et on a installé 2 sièges supplémentaires. Vous voyez ici un officiel de la NASA nous montrant l'un des sièges supplémentaires installés sous les 3 fauteuils normaux de la cabine Apollo. Et c'est grâce à cette cabine que l'on va pouvoir donc ramener Bin Gariot et Lousma. Il y aura 2 hommes pour piloter cette cabine Apollo, c'est-à-dire probablement 2 des membres de l'équipage de Skylab 3 qui devait normalement partir en novembre. Et ces 2 hommes amèneront la cabine Apollo sur le sas supplémentaire de liaison qui se trouve sur le Skylab et pourront, à l'aide de cette cabine, ramener tout l'équipage. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'ailleurs, les 3 astronautes, eux, n'en ont aucune. Ils continuent leur mission, ils travaillent tout à fait normalement et ils ont même décidé de sortir lundi dans l'espace pour mettre en place les pellicules du télescope solaire et pouvoir vérifier leur bouclier thermique. Que faites-vous ce soir? En somme, se disent-ils. Eh bien, on sort, mais on sort dans l'espace. Absolument. Monsieur Pompidou, président de la République, est parti de Paris ce soir à 18 h par avion pour le fort de Brégançon, où il va poursuivre ses vacances. Madame Pompidou s'y était déjà rendue par le train hier. Avant de quitter l'Élysée, le président de la République a eu une journée de travail fort chargée, puisqu'il a reçu notamment Monsieur Roger Frey, président du groupe UDR à l'Assemblée nationale, Monsieur Jobert, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Chirac, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Gallet, ministre des Armées. Un sujet fort d'actualité, les rapports de l'homme et de la nature. En installant ce matin le conseil d'administration du Parc national des Écrins dans les Alpes, M. Messmer a dit que si de nos jours on protège mal la nature contre l'homme, il est cependant possible de les réconcilier l'une avec l'autre. Autre thème, pour ralentir l'exode rural en milieu montagnard, prime de 200 francs par tête de bétail dès le 1er janvier pour chaque exploitant agricole dans une zone de montagne, ainsi que des prêts à moyen terme et à très bas intérêt aux associations foncières et aux groupements pastoraux. Voici ce parc des Écrins, le plus grand désormais de nos parcs nationaux. À vous, Jacques Poux. C'est en hélicoptère que M. Messmer a visité en grande partie le parc national des Écrins. Visite ponctuée de quelques haltes dans la nature ou dans un camping comme à Valouise, un village situé dans la zone périphérique du parc. J'espère que vous allez être costaud là dans une dizaine d'années. Vous serez de bons skieurs, de bonnes skieuses, de bons guides, hein? Allez. Alors si vous voulez bien, nous passons par ici. Montagnarde, bon enfant, où le contact direct avec la population a constamment fait oublier le protocole. Monsieur Messmer était arrivé ce matin à 10 h à Briançon, où il a immédiatement installé le conseil d'administration du Parc national des Écrins. Le Premier ministre devait ensuite définir le rôle des parcs de montagne. Pour monsieur Messmer, la protection de la nature passe par la participation des populations où sont situés les parcs nationaux. Faire participer, c'est également intéresser. Dans l'intérêt des populations, et des populations des vallées, naturellement, le parc des Écrins sera créateur d'emplois. Dès 1974, 10 millions de francs de crédit, 10 millions de francs nouveaux, c'est-à-dire 1 milliard de francs anciens, lui seront affectés. Si les parcs nationaux sont des conservatoires de la nature, ils ne doivent pas être des musées. La beauté ne se sépare pas de la vie et il est indispensable de maintenir à l'intérieur même du parc les traditions et les activités agricoles, pastorales et forestières compatibles avec sa mission. Il est clair que les parcs nationaux et leurs périphéries jouent un rôle important dans la politique vaste et cohérente que le gouvernement entend poursuivre
en faveur de la France des montagnes. En faveur de cette France, le gouvernement a fait un choix. Il n'est pas question d'abandonner à son destin une économie agricole qui représente le 10e des exploitations françaises, qui élève le quart de notre cheptel ovin en particulier, et dont les productions fromagères jouissent d'un prestige mondial. Le retour de M. Mesmer à Paris était prévu pour 19h30. Chez LIP, une grande partie du personnel s'étant payé hier les émoluments de juin, le syndic Maître Jacot a porté plainte contre X pour détournement d'actifs. À Besançon, on attend pour mardi l'arrivée de M. Giraud, qui a été nommé hier. Au sujet des problèmes de l'emploi posés par ce qu'on appelle déjà le plan Charbonnel, on précise au ministère du Travail que toutes dispositions ont été prises par les services régionaux et départementaux de Besançon, en liaison avec le préfet, afin de reclasser les travailleurs de LIP. Les offres d'emploi disponibles, déjà, sont supérieures au nombre prévisible des salariés qui auront à être reclassés. De plus, pour faciliter les reconversions, des places ont été réservées dans les centres de formation professionnelle du département du Doubs et les stages de formation professionnelle pour adultes sont, vous le savez, gratuits. La rémunération qu'ils perçoivent durant ces stages est d'ailleurs dans la majorité des cas égale au salaire qu'ils avaient. On estime donc au ministère du Travail, je cite la dépêche, que dans ces conditions, les personnels qui seront licenciés pourront être reclassés dans de bonnes conditions. Fin de citation. Le comité de grève de l'usine d'aluminium Péchinet de Noguer, Pyrénées-Atlantiques, a pris contact ce matin avec la direction de l'usine, après avoir reçu l'information de M. Gors, ministre du Travail, que la direction générale était prête pour des négociations dès aujourd'hui, négociations qui devaient porter sur un plan de classification et d'harmonisation des salaires. Nous vous avons appris dès hier soir la libération de M. Alain Krivine, le leader de l'ex-Ligue communiste dissoute, a dit ce matin « Nous ne voulons pas entrer dans la clandestinité, reconstituer clandestinement notre mouvement dissous, sinon cela signifierait qu'en France, une page a été tournée et que nous serions entrés dans une phase qualitativement différente de la répression. » Quant au syndicat indépendant de la police, il a fait connaître, je cite, son indignation devant la décision de la Cour d'appel de Paris de libérer Alain Krivine, dont les commandos armés, dit ce communiqué, attaquèrent les forces de l'ordre, blessant 76 policiers. Fin de citation. Problèmes internationaux, Cambodge, dans 12 jours, c'est-à-dire le 15 août, toute action militaire aérienne américaine devra avoir cessé, de même que sur le Laos. Je reviendrai sur ce point après notre reportage. En tout cas, tel est l'ordre que le Pentagone vient de donner. Sur le terrain, les combats se rapprochent du centre de la capitale cambodgienne, Phnom Penh, car la pression des troupes fidèles au prince Sihanouk est de plus en plus forte. De nombreuses familles étrangères, et aussi celles de Cambodgiens fortunés, quittent la ville où l'on entend le canon tonner de plus en plus près. Nouvelle menace sur Phnom Penh, de violents combats ont éclaté à 5 km seulement au sud-est de la capitale, où blindés fantassins gouvernementaux affrontent un bataillon communiste. L'attaque des partisans du prince Sihanouk pourrait faire craquer le périmètre défensif dans ce secteur, mais la situation des soldats du maréchal Long Nol n'est pas encore alarmante. Jusqu'au 15 août, en effet, l'aviation américaine peut intervenir massivement pour les soutenir. Mais que se passera-t-il après cette échéance du 15 août? Que se passera-t-il quand l'appui aérien des États-Unis aura cessé? Les troupes gouvernementales pourront-elles tenir tête aux 60 bataillons communistes qui encerclent la capitale? On peut en douter, les Américains se montrent d'ailleurs pessimistes. Les cadres de l'armée sont peu capables et les artilleurs inefficaces, disent-ils. L'armée cambodgienne dispose certes d'une aviation, mais sa puissance de feu ne peut guère être comparée à celle de l'aviation américaine. Mais voyez plutôt, ce sont ces T-28 à hélice, armés de roquettes et quelques hélicoptères qui vont devoir remplacer les chasseurs-bombardiers supersoniques et les bombardiers géants B-52. En cas d'attaque massive des communistes, le gouvernement de Phnom Penh pourrait évidemment demander l'aide du Sud-Vietnam. Mais à Saigon,
on déclare qu'une telle intervention semble peu vraisemblable. Comment, dans ces conditions, la population de Phnom Penh se montrerait-elle pas inquiète? Jour et nuit, elle entend le fracas de la guerre toute proche. Dans les rues, elle voit les soldats s'emparer des jeunes qui ne peuvent justifier d'un sursis d'incorporation. Il fallait 20 000 nouvelles recrues, on les a trouvées de cette façon. Après quelques jours de formation, ils iront renforcer le dispositif de défense de la capitale. Seront-ils alors d'une grande utilité? On peut se le demander. Instruction militaire obligatoire aussi pour les fonctionnaires et les étudiants. Les cours ont lieu en plein centre de Phnom Penh. Tout le monde doit être prêt en cas d'attaque massive des communistes. Elle ne saurait tarder après le 15 août, pensent certains. La colonie étrangère, par exemple, dont les familles ont déjà quitté le pays. Les dirigeants cambodgiens et les riches commerçants sont inquiets aussi. Au marché noir, ils ont acheté pour près de 3 000 francs des visas de sortie pour leurs nombreuses familles. Et à l'aéroport de Pochentong, femmes et enfants font la queue pour prendre les avions qui les emmèneront dans un pays étranger. Les pauvres fuient à leur manière. Certains réfugiés ont pris leur charrette pour quitter Phnom Penh. Quant au gouvernement du maréchal Longnol, il ne veut pas se montrer défaitiste. Il répète, Phnom Penh ne tombera pas entre les mains de nos ennemis. Dans le même temps, il tente, mais toujours sans succès, de négocier avec la partie adverse. Longnol et ses proches sont des traîtres à la nation, continue de réaffirmer le prince Sihanouk en exil à Pékin. Je ne négocierai jamais avec lui. Mais le prince acceptera-t-il une négociation avec d'autres personnages de la République? Une négociation qui éviterait la bataille sanglante pour Phnom Penh. Je reviens sur les bombardements américains. Le président Richard Nixon, je l'ai appris dans une dépêche que nous avons reçue il y a une dizaine de minutes, a accusé aujourd'hui le Congrès américain, c'est-à-dire le Parlement des États-Unis, dans une lettre qu'il lui a adressée, d'avoir abandonné un ami en supprimant les crédits pour les bombardements du Cambodge à partir du 15 août. Il faut que le Cambodge sache, a poursuivi M. Nixon dans cette lettre, que nous, c'est-à-dire les États-Unis, continuerons à lui apporter tout notre appui dans le cadre permis par la loi. Chypre en Méditerranée orientale. Eh bien, le ton monte entre le général Grivas, entré depuis longtemps dans la clandestinité et partisan inconditionnel du rattachement de l'île à la Grèce, entre Grivas donc et Monseigneur Makarios, président de la République de Chypre. Après avoir fait enlever M. Vakis, ministre de la Justice, le général Grivas présente, pour le libérer, plusieurs conditions politiques, notamment une nouvelle élection présidentielle, où Makarios ne pourrait se présenter qu'après avoir abandonné son état religieux, ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques actuels. Alors, réponse de l'archevêque Makarios, chef de l'État, en substance, je ne céderai jamais au chantage, je ne discuterai même pas avec le général Grivas. Ces méthodes sont celles d'un homme qui n'a pas de sens commun. Il a même employé un mot plus fort. Je vous rappelle que Chypre est occupée depuis plusieurs années par les casques bleus de l'ONU afin de faire régner la paix, ou l'ordre si vous le voulez, entre les Cypriotes grecs, qui sont aux environs de 75%, et les Cypriotes turcs, 18%. Nous revenons en France. À Toulouse, on a arrêté la nuit dernière d'un seul coup 4 cambrioleurs. C'est le résultat de la lutte contre les agressions et les actes de banditisme. Ce plan, tout récent de lutte, est né de la recrudescence des agressions et vols à main armée dans la région toulousaine. Et ce plan est basé sur la coopération de divers services et sur une non-régularité de la surveillance afin que la police arrive toujours à l'improviste. Et de toute manière, prévenir vaut mieux que guérir. Voici les commentaires de notre ami Hensel. Nous avons contrôlé au deuxième passage. Décourager à l'avance les malfaiteurs en puissance, c'est la solution choisie depuis le 26 juillet par les responsables toulousains pour mettre fin à la recrudescence des agressions à main armée. Et aujourd'hui à Toulouse, il faut en effet être téméraire ou inconscient pour projeter un hold-up devant l'importance et l'ingéniosité du dispositif de surveillance mis en place. Cette force de dissuasion municipale est répartie sur 9 secteurs. À l'intérieur de chacun de ces secteurs, une voiture de gardien de la paix bien armée est reliée constamment par radio au commissariat central. 2 impératifs pour ces patrouilles:
ne jamais emprunter 2 fois le même itinéraire et vérifier plusieurs fois dans la même journée, à intervalles irréguliers, chacun des établissements susceptibles d'être attaqués. Ainsi, à aucun moment, il n'est possible de savoir lequel de ces établissements va recevoir la visite des policiers. Un dispositif qui s'est révélé très vite efficace, puisque cette nuit même, 4 cambrioleurs ont été surpris en flagrant délit. Bonjour monsieur, ce matin 27, oui. Or dans le cadre de la surveillance des établissements bancaires, on vient s'assurer qu'il n'y a aucun fait anormal à nous signaler. Non, absolument rien. Tout va bien? Merci. Parfait. Au revoir, monsieur. Au revoir. Du chômage en perspective pour les truands à Toulouse. Autre sport, les athlètes de l'équipe de France qui participent samedi et dimanche à Nice aux demi-finales de la Coupe d'Europe d'athlétisme sont arrivés sur place, parmi eux Yves Brouzet. C'est un homme de poids, d'une part parce qu'il vient de porter le record de France du lancer du poids à plus de 20 mètres, ce que nul chez nous n'avait réussi auparavant, ensuite parce qu'il pèse lui-même 150 kilos. Le fait de lancer au-delà de 20 mètres le laisse tout de même à 1,80 m du record du monde, mais vous pensez bien qu'un poids personnel d'1,5 quintal, cela se remarque et c'est un connaisseur qui vous en parle. En tout cas, cela fait couler beaucoup d'encre et mérite les explications que nous allons vous présenter maintenant. Vous pesez très exactement combien? En ce moment, j'ai un poids de corps qui oscille entre 149 et 153 kilos. Ça fait à peu près 4 ans que je pèse 150 kilos et à ce sujet, justement, il serait bon, une bonne fois pour toutes, de faire une mise au point. J'ai 150 kilos, je suis massif, je suis peut-être un peu adipeux, mais enfin j'ai toujours été comme ça, c'est normal. Oui, ça fait beaucoup quand même, non? Ben, ça fait beaucoup. Si j'avais pas fait de sport, j'en ferais peut-être 20 de plus. On a dit des choses pas très gentilles à votre sujet. On a parlé de piqûres, d'anabolisants. Vous savez, ça c'est comme le monstre du Loch Ness. On en a beaucoup parlé. J'ai une attitude que je pense être honnête et droite. Je pense que c'est la bonne. Maintenant, je suis honnête envers moi-même, quoi. Je n'ai rien à me reprocher. Vous mangez bien, on a vu ça hier soir. Vous mangez bien, quand même, il faut nourrir la carcasse. Oui, vous savez, normalement, je mange un petit peu plus que tout le monde. Disons, il y a eu une chose aussi, c'est que je suis originaire du Midi, c'est un endroit où on aime bien manger. On n'aime pas beaucoup manger, mais on aime bien manger. En plus, j'étais dans un endroit où on mangeait très bien, alors j'en ai profité. Je mange trop vite, tu comprends? Vous mangez, vous buvez, vous fumez, je l'ai vu aussi. Oui. Ça paraît un peu étonnant, on pense toujours que l'athlète, c'est le monsieur très strict. Vous savez, il y a une vie doit se passer le plus naturellement possible. Moi, j'admets l'athlétisme dans la mesure où il n'y a pas de contraintes. Maintenant, il est évident qu'il y a eu à faire des sacrifices vis-à-vis d'un peu tout le monde, mon entourage, ma famille, tout ça. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices familiaux. Maintenant, sur le plan corporel, je ne me suis jamais surveillé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je pèse le poids que je pèse actuellement. Vous vous sentez bien justement dans votre peau là? Pas obligatoirement, c'est pas tellement rigolo de se sentir soufflé de temps en temps. Donc on fait des remarques autour de vous? Ah non, absolument pas. Moi, de toute façon, quand je fais une correction, c'est toujours par rapport à moi, c'est jamais par rapport aux autres. Vous savez, ça des complexes, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas pourquoi j'en ferais d'ailleurs. Vous dites que sur le plan technique, vous n'êtes pas tout à fait arrivé à la perfection. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous espérez tout de même l'avoir suffisamment pour devenir un jour un vrai champion? Ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce que vous serez toujours un lanceur de poids, disons, moyen? Oh, mais de toute façon, vous savez, ça c'est une question de point de vue. Moi, je trouve que j'en sais pas si mal que ça quand même. En tout cas, un beau brin de garçon.
On connaissait, nous sommes toujours dans le domaine du sport, on connaissait les Cerdans, les d'Anguillaume, les Boiteux, voici maintenant les Éminentes. Éric Éminente, 15 ans, est en train de marcher sur les traces de son père, ou de nager sur les traces de son père, comme vous voulez, de son père Aldo, qui fut 6 fois, je crois, champion de France du 100 mètres nage libre. Le jeune sociétaire du Racing Club de France s'est affirmé comme un grand espoir de la natation française en remportant 3 victoires aux récents critériums nationaux à Paris. Il est toujours agréable pour un père de voir son fils faire la même chose que lui, et peut-être mieux. Au milieu de ses camarades du Racing Club de France, Éric Éminente s'entraîne. Depuis l'âge de 8 ans, il a ainsi parcouru 7000 km. Résultat, 3 médailles d'or aux derniers critériums nationaux et une sérieuse option pour les Jeux Olympiques de Montréal en 1976. De nouveau, le nom d'Éminente s'inscrit sur les manchettes sportives, car chez Éric, la natation est une affaire de famille. Aldo, le père, 42 ans, a régné en France sur le 100 mètres nage libre pendant 6 ans et il a participé à 2 finales olympiques. Alors lorsque le père conseille, le fils écoute. Une 12,5. Les 8 premiers, c'est bon, hein, mais les 2 derniers, t'es fatigué là. T'allonges pas assez hein, derrière, ça manque de rythme sur tes bras, il faut que tu augmentes le rythme. Ça va? Ouais. Mieux? Mieux? Les battements, c'était pas mal. Essuie-toi. Vous avez l'impression d'être plus consciencieux que les autres par rapport à votre père? Peut-être. Pourquoi? Parce que c'est mon père. Comment conciliez-vous vos études avec cet entraînement qui est ingrat et long finalement? Fort facilement, sans problème. C'est-à-dire tous les jours après le lycée, vous vous rendez à la piscine? Non, pas tout. Enfin oui, 5 jours par semaine, oui. Est-ce que l'entraînement a beaucoup changé, Aldo Éminente? Si je prends comme comparaison votre époque qui remonte à 15 ans maintenant, à l'époque où vous étiez champion de France vous-même. Ben, il est certain que notre époque, on ne nageait pas le quart de ce qu'il nage, ce que les jeunes de son âge nagent actuellement. Il faut compter pratiquement 25 km par semaine, c'est-à-dire 100 km par mois, et ils ont 10 mois d'entraînement, ce qui arrive à faire 1000 km dans la saison. Lorsque vous voyez votre fils nager en compétition, revoyez-vous vos propres courses d'il y a 15 ans? Non, absolument pas. Je ne pense absolument pas à l'époque où je nageais. Je pense que je suis trop obnubilé par ces courses actuelles et je pense surtout à lui. Je ne pense absolument pas à moi. Je ne fais aucun parallèle. Est-ce que vous pensez pouvoir égaler votre père un jour? Je sais pas. Disons que ça me ferait plaisir. Je souhaite comme objectif immédiat pour mon fils, c'est, si vous voulez, un petit peu sa carotte, de participer déjà aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Et je pense que ça serait déjà un bel aboutissement quant à sa carrière sportive. Après l'entraînement, la récréation, le père contre son fils ou le fils contre son père? T'as gagné, papa. Rien n'est doux finalement comme d'emmener son fils dans son propre sillage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre édition est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.